Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Cyrielle Richard. Elle nous parle des impacts de la révélation des problèmes de santé mentale en milieu professionnel. Pierre Laporte propose sa question « Pourquoi devient-on accro aux drogues ?» Notre collaboratrice Catherine Stassin amène sa chronique « Psychose vers une nouvelle approche biologique ». Bienvenue chez nous. Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie douce. J'accueille maintenant en studio Cyrielle Richard. Bonjour Cyrielle et bienvenue à Folie douce. Bonjour, merci de me recevoir. Ben oui, ça nous fait plaisir. Tu es psychologue, c'est pas ta première visite en studio. Et on a un sujet intéressant dont on va parler, c'est les impacts de la révélation des troubles de santé mentale dans le milieu professionnel, quand les gens doivent dévoiler un peu qui ont eu ou qui ont des problématiques de santé mentale. Tu as écrit récemment, je pense, 2 articles à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour mettre la table? On va évidemment élaborer, là. D'accord. Alors, tout d'abord, effectivement, pour resituer un petit peu les 2 articles, donc le tout premier a été publié dans une revue internationale, donc j'étais pas toute seule, hein. Je vais saluer les 2 personnes qui m'ont encadrée dans le cadre de ce projet, puisque c'était dans un projet de recherche. Donc, il s'agit des professeurs Tania Lecomte et Marc Corbière. Donc, Tania qui est déjà venue en plus ici. Ouais. Voilà. Et Marc aussi, mais il y a longtemps. D'accord, je ne l'avais pas vu. Oui, les 2, mais pas en studio. C'était une émission spéciale, mais les 2 sont très bien... Ils sont très bien connaissants dans le domaine de la santé mentale, effectivement. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'était le tout premier. Donc c'était un article qui traitait vraiment de la révélation des troubles dans tous les milieux professionnels. Et puis ensuite, j'ai pu extraire justement de ce premier article un article plus spécifique autour de la révélation des troubles de santé mentale pour les professionnels de santé, parce que eux font face également à des enjeux très très spécifiques. Et puis celui-ci est paru en français par contre dans une revue. Donc c'est une revue française qui est la revue Santé mentale. Est-ce que toi, tu es psychologue, donc est-ce que c'est un sujet qui... Parce que, veux pas, je pense que tout le monde a affaire au travail. Là. C'est souvent, ça nous donne un certain équilibre dans notre vie, le travail. Puis quand il arrive des problèmes de santé mentale, ben, c'est un enjeu là, de dévoiler, on n'a comme pas le choix. Est-ce que c'est un sujet qui t'avait déjà intéressé ou c'est assez récent quand même? Alors, en fait, je dirais que c'est un enjeu auquel on est confronté de toute façon, quelle que soit notre spécialité. Parce que c'est vrai qu'il y a des psychologues spécialisés justement dans tout ce qui est travail. Donc, forcément, ils sont beaucoup plus confrontés à ce sujet. Mais même lorsqu'on est un psychologue, soit dans le milieu de la santé, soit au privé, comme c'est mon cas, on est forcément à un moment donné confronté à ça, puisque les enjeux de santé mentale, c'est vraiment très large. Ça concerne à la fois les troubles anxieux, ça peut concerner aussi les troubles de l'humeur, ça peut concerner aussi des troubles plus importants, comme éventuellement tout ce qui peut être autour des troubles de la schizophrénie, mais également tout ce qui peut être autour du stress post-traumatique. Et évidemment, il y a certains milieux professionnels où les personnes peuvent être plus vulnérables à certains troubles. Je pense notamment au milieu de la santé, mais également au milieu, par exemple, des forces de l'ordre. Et puis, il peut y avoir également un autre enjeu, comme tu le disais, c'est-à-dire que le travail, ça participe également, en fait, finalement, au rétablissement de la personne. Et donc, c'est un enjeu assez spécifique. C'est aussi un facteur de protection vis-à-vis d'autres enjeux tels que la pauvreté. Et donc, par ricochet, être préservé de la pauvreté, c'est être préservé de l'exclusion sociale et c'est également être préservé d'une rechute potentielle. Oui, c'est ça prévient en fait, parce que le travail, oui, ça apporte un revenu, mais ça apporte plus que ça. Là. Ça apporte un sens à sa vie, ça apporte plein de choses. On le sait, quand on a un emploi et on perd un emploi, on se sent un peu désorienté, un peu mal à l'aise. Donc, effectivement, le travail, ça a une importance majeure. Hein. Oui, dans notre société, d'ailleurs, on se définit d'abord, justement, par notre profession. La preuve, c'est que là, je me présente, il y a mon prénom, et voilà. Ouais. Juste après, il y a effectivement ma profession. Oui, puis on rencontre des gens, souvent, on dit, tu fais quoi dans la vie? Donc, finalement, avant d'être l'être humain qu'on est, on est aussi, on l'est, mais en même temps, notre titre ou notre occupation, ça nous définit beaucoup, comme tu dis. Est-ce que dans tes articles, tu parlais tantôt qu'il y a effectivement des enjeux peut-être différents dans le milieu de la santé. Je pense que les gens il y a une grosse charge de travail sur beaucoup de gens, les infirmières, peu importe les professionnels de la santé. Est-ce que tu as vu quand même des grandes différences par rapport au milieu en général, quand on parle du milieu de la santé?
Alors, ce qui est assez intéressant, justement, et ça, c'est ce que notre étude, justement, montrait, à celle qu'on a menée, justement, avec Tania Lecomte et puis Marc Corbière, c'était le fait que ce qui était déterminant, c'était vraiment la culture de l'organisation de travail. Et il s'avère que, justement, dans la santé, mais c'est la même un peu pour, justement, les forces de l'ordre, on est dans une culture professionnelle qui est beaucoup sur le contrôle de soi, finalement. Quand on est un soignant, on va beaucoup attendre justement qu'on puisse avoir un certain self-control, mais également qu'on puisse être empathique, mais aussi qu'on puisse avoir un certain sens de l'abnégation et ainsi de suite. Et au niveau des forces de l'ordre, on retrouve aussi cette notion de contrôle de soi et puis de pouvoir également, beaucoup de policiers vont dire « moi, je voulais m'engager pour les autres » et donc ça, pareil, on va retrouver ces enjeux-là. Et là où je veux en venir justement, c'est que cette culture organisationnelle fait que justement, les personnes vont être plutôt encouragées à taire justement leurs états d'âme et a fortiori également les éventuels troubles de santé mentale qu'ils pourraient présenter. Heureusement, ça évolue. Il y a des programmes maintenant qui sont offerts justement aux personnes. Donc ici, justement, au Québec, il y a la Sûreté Québec qui offre des programmes justement à destination des agents pour qu'ils puissent justement consulter avec justement des interventions également de psychologues et puis de professionnels qui sont spécialisés, qui connaissent bien leurs enjeux. Pour ce qui est du milieu de la santé, je dirais l'actualité fait aussi que on parle des enjeux là actuellement auxquels sont confrontés les médecins, mais c'est malheureusement aussi des enjeux auxquels sont confrontés les infirmiers, les psychologues et puis les travailleurs sociaux également. Et tout ça, ça peut fragiliser aussi la santé mentale des personnes. Et en général, dans le milieu du travail, est-ce qu'on peut dire que c'est encore tabou? Est-ce que c'est encore mal vu? Est-ce qu'on a encore un préjugé ou des préjugés face à la santé mentale, que ce soit pour une personne qui revient au travail, qui revient au boulot, ou qui est là, mais qui peut continuer à travailler, mais qui a des enjeux, puis qui essaie de s'en sortir, qui essaie de garder le cap? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore des problématiques de ce genre-là? Alors, il y a une évolution positive quand même, depuis le début des années 2000. Malheureusement, il garde encore pas mal de phénomènes de stigmatisation. Alors, il y a la stigmatisation, mais il y a également les phénomènes entre guillemets d'auto-stigmatisation, c'est-à-dire lorsqu'on a intériorisé finalement tout ce qui peut être stigmate social autour des troubles psychiques, et ce qui fait que finalement on va anticiper justement tout ce qu'on pourrait avoir comme réponse négative ou comme éventuellement réponse même coercitive qu'on pourrait subir, ce qui fait que on va se taire ou on va essayer de se contrôler soi-même. Ça peut être aussi préjudiciable, ça. Oui. Est-ce que, tu parlais tantôt, donc au niveau de la Sûreté du Québec, il semble y avoir un effort auprès de ces agents. Est-ce que les milieux sont quand même ouverts à ça? Est-ce qu'on sent qu'il y a comme une amélioration? Puis on parlait souvent, tu sais, c'est difficile des fois de garder ses employés, c'est rentable de les garder aussi, de donner des efforts. Est-ce que tu penses qu'on s'en va quand même dans la bonne direction en général et dans plusieurs milieux? Je pense qu'il y a effectivement une ouverture. Il y a une ouverture qui se crée. Il y a aussi davantage d'efforts qui sont mis en place justement au niveau des organisations pour justement parler de santé mentale, pour pouvoir offrir justement des services auprès des personnes. Je pense qu'il y a également des sensibilisations avec des outils qui se créent à destination des gestionnaires. J'allais dire tout milieu confondu. Malheureusement, j'ai le sentiment qu'il reste relativement peu connu encore. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cet effort justement de communication, malheureusement, les gens ne savent pas qu'il y a des outils qui existent et qui leur sont destinés. Et comment savoir? Tu sais, on parle de certaines grandes entreprises ont peut-être un département de ressources humaines, mais il y a beaucoup de petites entreprises, petites et moyennes entreprises au Québec. Est-ce que les gens sont vraiment au courant de ce qu'ils peuvent avoir comme service ou qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme aide si jamais ils ont des enjeux de santé mentale au travail? Malheureusement, pas toujours. C'est ce que je dis. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un effort de communication de fait. Il y a, alors, heureusement, beaucoup d'entreprises, justement, ont des PAE, donc tout ce qui peut être, justement, programme d'aide aux employés qui vont permettre justement d'avoir accès, que ce soit à un psychologue ou même à d'autres professionnels. Alors, les grandes entreprises, effectivement, peuvent aussi ouvrir leurs portes à tout ce qui peut être service de réhabilitation, mais également aux offres, par exemple, pour des ergonomes, qui vont aider aussi pour améliorer l'inclusion et puis tout ce qui peut être mis en place en termes d'accommodement. Encore une fois, j'ai envie de dire, ce qui va être déterminant, c'est vraiment la culture de l'organisation. Si la culture organisationnelle est ouverte et est prête justement à faire ces efforts-là, ne serait-ce que pour communiquer auprès des personnes, ça fait vraiment toute une différence.
Et il faut, c'est ça de mentionner, puis il faut vraiment faire connaître à ses employés. Est-ce que toi, comme psychologue, tu as touché à beaucoup de domaines? On t'a déjà reçu dans d'autres entrevues. Est-ce que le milieu du travail, est-ce que tu as appris des choses dans la situation actuelle? Santé mentale, milieu du travail, est-ce que des choses t'ont surprise ou en général, est-ce que tu as appris des choses qui sont quand même pertinentes là, à ce niveau-là? Alors, j'ai envie de dire ce qui m'a surprise positivement, je dirais, c'est que, justement, encore une fois, c'est pas toutes les organisations, mais il y en a quand même qui s'ouvrent justement à tout ce qui va être, je dirais, des advocates, c'est-à-dire des personnes qui, justement, alors ça peut être des pères aidants, par exemple, mais ça peut être aussi d'autres personnes qui vont être investies, justement, de ce rôle-là, de pouvoir, en fait, être un peu un ambassadeur, je dirais, de santé mentale, justement, au sein de l'organisation. Dans le milieu, là, c'est ça, dans le milieu du travail, OK. C'est quand même nouveau comme approche, parce que de trouver, tu sais, de servir des gens. Là, on sait que la paraidance fonctionne à plusieurs niveaux. Les gens ont confiance en quelqu'un qui a déjà vécu ce genre de problématique-là. Il y a comme une meilleure crédibilité, en fait, que de parler à quelqu'un qu'on ne sait pas trop si la personne comprend ce que c'est la santé mentale et c'est le problème de la personne. Mais la paraidance, c'est intéressant à ce moment-là. Tout à fait. Et puis, pareil, il y a aussi cette possibilité-là d'aller vers, justement, des organismes spécialisés autour de la paraidance, là, qui sont en dehors, évidemment, des organisations, mais qui peuvent offrir aussi ce type de rencontres et puis ce type d'aide, éventuellement. Après, il y en a certains qui sont assez spécialisés, justement, selon le type de trouble, d'autres qui vont être plus généralistes, mais il y a une offre qui est quand même assez généreuse. Encore une fois, il faut pouvoir, après, les connaître et pouvoir communiquer aussi dessus. D'après ce que tu as observé, puis avec la rédaction de ces articles sur le travail de la santé mentale, qu'est-ce qu'il y aurait à faire encore? Il y a toujours de l'amélioration à faire, mais qu'est-ce qui, d'après toi, aurait vraiment un impact intéressant pour améliorer la situation en milieu de travail? Je pense qu'il y a vraiment des modifications plus à apporter au niveau systémique, honnêtement. Par exemple, je m'explique. Là, actuellement, je trouve qu'il y a une évolution positive justement autour de la santé mentale au travail. On va beaucoup demander, par contre, aux gestionnaires de garantir, on va dire, dans leur mission, tout ce qui va être autour de la santé, de la sécurité des agents. Fort bien. Le souci, c'est que j'ai le sentiment qu'encore une fois, dans leur formation initiale, finalement, on ne consacre pas beaucoup de temps finalement à les outiller pour ça. Beaucoup d'organisations, pareil, sont volontaires justement pour améliorer les choses, mais ne sont pas forcément dotées de guidelines pour justement guider leurs gestionnaires pour pouvoir ensuite aider les employés. Et ça, je trouve que c'est des choses qui pourraient être améliorées, justement. Il faut que tout le système, en fait, participe, parce qu'on a encore trop tendance à considérer que la santé mentale, c'est un enjeu individuel, alors qu'en fait, ça concerne toute l'organisation. Oui. Alors, Cyrielle, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les articles que tu as publiés? Qu'est-ce qu'on cherche? D'accord. Alors, on peut se rendre, pour le premier, sur le site Internet, justement, de la revue. Donc, c'est Journal of Occupational Rehabilitation. Voilà. Excusez-moi pour mon anglais. Et attention, c'est pas terminé. Le titre, ce sera « Disclosure Impact of Mental Health Conditions in the Workplace, a Scoping Review and a Thematic Analysis ». Voilà. Avec ton nom, Cyrielle Richard. Entre autres, on rajoute celui également de mes co-auteurs. Et l'autre en français. Et l'autre en français, ouf. Ce sera donc, du coup, si un soignant révèle son trouble de santé mentale, et donc c'est dans la revue, justement, Santé mentale. OK, bien merci beaucoup, Cyrielle Richard. C'est très intéressant. Merci beaucoup, puis à une prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie douce sur Facebook. Parlons santé mentale. Nous y allons maintenant avec le segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui, la question que tu poses et qu'on va se poser, pourquoi devient-on accro aux drogues? Oui, c'est un problème. Gros fléau, là. Ouais. Oui, en fait, c'est une question qu'on se repose et qui est toujours à la page, j'oserais dire. Il y a souvent des gens mal intentionnés, je pense que ça fait leur affaire que les gens deviennent accros parce que, bon, il y a de la drogue légale, mais il y a beaucoup de drogue illégale aussi. Là. Il y a beaucoup de vendeurs et de revendeurs. Oui, c'est ça. Alors, premièrement, si je regarde un article que j'ai trouvé sur Internet qui est de l'Agence des Nations Unies
Ça s'appelle « La consommation et le trafic de drogue sont en hausse dans le monde ». Alors ça, c'est comme une introduction, si tu veux, à cette chronique. Alors, ce qu'on nous dit à l'Agence des Nations Unies, qui sont chargés de la lutte contre la drogue et la criminalité, a publié en juin de 2024 son rapport annuel sur les drogues dans le monde, qui fait état de près de 300 millions de consommateurs et d'une augmentation du trafic de stupéfiants. Donc, 300 millions, c'est quelque chose. Oui. Ça crée tellement de drames humains aussi, là, des familles endeuillées, des fois, des overdoses, toutes sortes de choses. Hein. Oui. Alors maintenant, selon l'article que j'ai trouvé sur Internet aussi, qui s'appelle « Pourquoi devient-on accro aux drogues? La vraie raison ». Et c'est un article écrit par un monsieur du nom de Mike Robinson, qui est professeur de psychologie à l'université de Wesleyan, au Connecticut. C'est sur le site dianova.org. Alors, on nous dit, pourquoi le font-ils? C'est une question que nombre d'amis et de parents posent aux questions faisant face à une addiction. M. Robinson nous dit, toutes les drogues déclenchent une poussée de dopamine, une flambée de désir dans le cerveau qui donne une envie irrépressible de consommer plus. Avec l'usage régulier, le désir grandit, tandis que ce qu'il appelle, lui, l'aimer, c'est-à-dire A-I-M-E-R, l'aimer, c'est notre goût pour la drogue, semble stagner, voire décroître, un phénomène connu sous le nom de tolérance. M. Robinson nous dit qu'il est difficile d'expliquer comment l'addiction aux substances s'installe au fil du temps. Pour beaucoup, cela s'apparente à une constante recherche du plaisir. Cependant, le plaisir que procurent les opiacés comme l'héroïne ou les stimulants comme la cocaïne diminue à mesure que l'usage se répète. Qui plus est, certaines drogues addictives comme la nicotine ne produisent pas d'euphorie perceptible chez leurs usagers réguliers. Alors, comment expliquer la persistance de l'addiction? En tant que chercheur en addictologie, M. Robinson nous dit « J'étudie le cerveau afin de comprendre comment l'usage récréatif devient compulsif et amène les gens comme vous et moi à faire de mauvais choix. » Il existe 2 explications populaires de l'addiction, mais aucune des 2 ne résiste à un examen attentif. La première est que la prise compulsive de drogue est une mauvaise habitude, une habitude dont les personnes addictives doivent simplement se débarrasser. Pour notre cerveau, cependant, une habitude n'est rien d'autre qu'une capacité à effectuer des tâches répétitives, comme lasser nos chaussures ou se brosser les dents, de façon de plus en plus efficace. Pourtant, en règle générale, les gens ne se retrouvent pas pris au piège sans fin d'un cycle compulsif de lassage de chaussures. Selon la deuxième théorie, pour de nombreuses personnes addictes, il serait trop difficile de surmonter le sevrage. Cette sensation extrêmement désagréable qui survient lorsque le corps finit par évacuer la drogue peut se traduire par des sueurs, des frissons, de l'anxiété et des palpitations cardiaques. Dans le cas de certaines drogues, comme l'alcool, le sevrage est même potentiellement mortel s'il n'est pas correctement pris en charge. On cite souvent les symptômes douloureux du sevrage comme la raison de l'apparente impossibilité de sortir de l'addiction. Pourtant, même avec l'héroïne, ces symptômes s'estompent en grande partie après environ 2 semaines seulement. Et qui plus est, beaucoup de drogues addictives n'entraînent que de légers symptômes de sevrage. Dans les années 80, des chercheurs ont fait une découverte surprenante. Les aliments, le sexe et les drogues semblaient tous provoquer une libération de dopamine dans certaines zones du cerveau. Dans la communauté scientifique, cela semblait indiquer pour beaucoup que ces mêmes régions étaient les centres de plaisir du cerveau et que la dopamine était notre propre neurotransmetteur de plaisir interne. Depuis, cette idée a été invalidée. Le cerveau possède en effet des centres de plaisir, mais ils ne sont pas modulés par la dopamine. Alors, que se passe-t-il? Il se trouve que dans le cerveau, aimer quelque chose et désirer quelque chose sont 2 expériences psychologiques distinctes. Aimer fait référence au plaisir spontané
que l'on pourrait éprouver en mangeant un biscuit ou pépite de chocolat. Le désir représente, quant à lui, le désir grincheux que l'on peut éprouver en pleine réunion en lorgnant l'assiette de biscuits au centre de la table. Alors, il y en a qui font ça. Hein? les bons vieux chocolate chips. Ah oui, c'est toujours assez gagnant. Hein? Oui. La dopamine est responsable du désir et non pas de ce que M. Robinson appelle l'aimer. Dans une étude, par exemple, des chercheurs ont observé des rats dont le cerveau ne produisait plus de dopamine. Ces rats avaient perdu l'envie de manger, mais conservaient des réactions faciales de plaisir quand on leur mettait la nourriture en bouche. Toutes les drogues déclenchent une poussée de dopamine, une flambée de désir dans le cerveau, qui donne une envie irrépressible de consommer plus. Mais je vais m'arrêter ici. Oui, on va poursuivre plus tard à l'émission le même sujet. Merci Pierre. À venir dans cet épisode de Folie douce, Catherine Stassin présente sa chronique « Psychose vers une nouvelle approche biologique ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec la question « Pourquoi devient-on accro aux drogues ?» Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à nos productions? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La santé mentale est un vaste monde. Suivez nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. Nous voici maintenant rendus à la chronique de Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet psychose vers une approche plus biologique du traitement. Alors en fait, souvent les psychoses, elles sont communes en fait pas souvent, elles sont communes à plusieurs maladies. D'accord ? Mais ce sont des maladies qui font qu'on met dans des catégories différentes, comme la schizophrénie, la bipolarité et d'autres troubles apparentés. D'accord ? Donc, les gens ont des hallucinations, des délires, et c'est ce qu'on appelle la psychose. D'accord ? Ils en font des troubles distincts en psychiatrie. OK ? Et donc, ils reçoivent, ces patients, des traitements totalement différents. Maintenant, on va voir avec une étude vraiment récente que, dans le fond, il y a des marqueurs biologiques qui sont peut-être communs et qui pourraient être exploités et qui feraient peut-être, on espère, que le traitement soit plus efficace plus rapidement. Parce que souvent, il y a beaucoup d'essais-erreurs pour ce genre de choses. Alors, on voit que cette étude, elle donne quoi comme résultat ? Elle montre qu'en fait, les changements cérébraux à l'origine, donc les changements cérébraux dans la chimie du cerveau à l'origine des symptômes psychotiques sont pas mal similaires pour les troubles comme la schizophrénie, etc., dont je viens de parler. Oh, donc ça c'est déjà un indice, on va se dire. Et deuxième indice aussi, c'est que la psychose en soi, c'est pas une maladie. La psychose, c'est un ensemble de symptômes graves. Ça, je ne savais pas. Je trouve ça assez intéressant. Et ils empêchent donc de distinguer la réalité, on l'a dit plus tôt, de sa propre perception. Donc, on va en effet voir des hallucinations et délirer. Alors, ils apparaissent en fonction, en parallèle avec d'autres symptômes des maladies de différentes catégories. Maintenant, ce qu'on remarque, après cette étude qui a été faite sur, je ne veux pas être trop technique, la synthèse de dopamine chez des patients, on remarque en fait le dysfonctionnement. Donc quand la dopamine n'est pas en nombre suffisant ou trop forte, eh bien, on remarque que pour la psychose, c'est le cas. Donc pour la psychose, il n'y a pas d'uniformité de la dopamine. Donc il y a un problème à ce niveau-là. D'accord ? Et on va voir que on va essayer d'utiliser cet élément chimique, dans le fond, pour un petit peu changer la médication.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir que elle est différente dans la zone du cerveau, justement, qui est associée aux émotions. Donc, la dopamine est vraiment très différente à ce moment-là. Mais on remarque aussi, dans cette même étude, qu'il y a un schéma commun entre des participants ayant différentes maladies. D'accord? Donc, on remarque qu'il y a quand même un problème de dopamine grave qui est dans une certaine zone du cerveau qui est propre à la réflexion et à la planification des tâches. Réflexion et planification des tâches. Et là, on voit qu'il y a vraiment des choses qui sont communes à ces maladies. Donc, ça peut être une dépression grave aussi, avec psychose, schizophrénie, bipolarité. D'accord? Alors, évidemment, tout ça remet la psychiatrie moderne en question. Donc, il faut être très délicat, évidemment. Ça remet en question parce qu'ici, du coup, on se dit, on ne s'appuie pas sur la catégorie de la maladie, mais on s'appuie sur le marqueur biologique. D'accord? Et donc, les décisions ici vont reposer non plus sur ces catégories, mais sur ce qui se passe dans le cerveau au niveau biologique. Alors, ça va être différent maintenant pour la prescription. C'est-à-dire que ce ne sera pas la même prescription pour tout le monde, etc. Et on fait des essais-erreurs, d'accord? C'est encore à l'étude. Hein. Il y a des applications, mais il faut être toujours prudent dans ce genre d'études. Il paraît qu'il y a encore beaucoup d'essais-erreurs d'après les spécialistes, sauf probablement moins qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'était... Je pense en effet, pour moi, je pense qu'on est vraiment au tout début de l'histoire en psychiatrie, dans son efficacité en tout cas, je pense. Et donc en effet, il y a beaucoup d'essais-erreurs parce qu'un patient n'est pas l'autre. Et je pense qu'on va encore découvrir beaucoup plus quand on va avoir une médecine beaucoup plus fine au niveau des marqueurs biologiques. Et tout le monde ne répond pas de la même façon, c'est ça? C'est ça aussi, tout à fait. Il n'y a pas un diagnostic exactement pareil comme un autre et chaque personne répond différemment. Voilà. Donc, le fait que les médecins vont pouvoir utiliser ces marqueurs biologiques et ces niveaux de dopamine juste pour ces éléments-là, donc de maladie, pour les psychoses, ça va rendre les médicaments plus efficaces parce qu'on va pouvoir être beaucoup plus pointu. Hein, c'est ce qu'on appelle la psychiatrie de précision maintenant. On y va de plus en plus. Et donc, ça pourrait signifier, comme j'ai dit au début, pour les patients, et quel soulagement, un rétablissement plus rapide et aussi moins d'effets secondaires. Parce que pour la psychose, les médicaments peuvent vraiment assommer les gens. Et là, on irait de manière pointue traiter, ajouter, ou en tout cas jouer au niveau de la dopamine. D'accord? C'est ça qui a beaucoup affecté la perception des fois par rapport aux gens, par rapport à leur propre santé mentale. C'est des effets secondaires. On devient comme déprimé, découragé. On se dit, est-ce qu'ils vont trouver quelque chose qui va me faire, en fait, un traitement? Oui, c'est ça. Hein? Et puis aussi, ces gens-là vivent de la stigmatisation parce que aussi, s'il y a une lenteur dans l'expression de leurs pensées, c'est à cause du médicament. Ils n'ont pas un handicap mental, etc. Donc, c'est des choses qui sont vraiment bénéfiques pour le patient. Donc, tout ça va aller jouer et aider le patient. Bon, maintenant, il faut faire très attention. Les diagnostics psychiatriques et les catégories de maladies servent toujours. Elles sont toujours extrêmement utiles, évidemment. On parle ici juste de quelque chose de très pointu qui se révèle être un élément crucial pour traiter les psychoses, OK? Et les diagnostics, eux, nous permettent toujours d'identifier les maladies dans les services de santé, de choisir les professionnels, de mieux faciliter la communication, d'accéder au traitement, mais il faut qu'il y ait autre chose pour que les médicaments puissent être dosés et choisis selon la personne et pas uniquement les catégories, comme je répète, mais bien en fonction de leurs marqueurs biologiques. C'est une avance significative. Vraiment, là, on peut applaudir. C'est vraiment très important. Parce que traiter un patient de cette manière, ça risque de faire des changements. Je l'espère. J'aimerais bien, dans un an, vous parler de traitements massifs qui auraient réussi, etc. Je vais tenir ça à l'œil. Et donc, on voit ici qu'à mesure qu'on comprend mieux notre cerveau, on voit qu'on avance beaucoup ces dernières années,
les catégories très rigides qui dominaient la psychiatrie pendant des décennies s'estompent. Autant qu'on parlait d'hystérie pour les femmes il y a X années, maintenant on n'oserait plus le faire comme ça. On voit que les frontières s'estompent aussi entre les maladies. Et donc, pourquoi est-ce que les traitements eux-mêmes aussi, en effet, ne devraient pas faire que respecter ces frontières? Si ça peut marcher. Et on parle beaucoup d'intelligence artificielle pour tout. Ça va certainement aider ça aussi, parce que quand c'est bien utilisé, l'intelligence artificielle va peut-être pouvoir comparer des cas et des types de personnes pour ça va aller plus vite, faire avancer la recherche. Là, puis, ça va plus vite parce que c'est sûr que le problème, c'est toujours les données avec lesquelles on va alimenter un ordinateur et il va les traiter à une vitesse qu'aucun cerveau humain ne peut faire. Ouais. Mais c'est sûr que si on se trompe dans une donnée aussi, même pas, je veux dire, dans l'analyse des paramètres, le cerveau humain est irremplaçable. Ouais. Donc, c'est sûr que là, il faut être encore plus prudent. Parce que oui, l'intelligence artificielle peut être extraordinaire dans ce domaine, mais il faut que les gens du milieu ils vont pas gober tout pour ce qu'on dit comme pour du cash. Non, et puis même ces recherches aussi, ce sont toujours des recherches très pointues. Ouais. Ici, je vous parle d'une recherche qui touchait 38 personnes qui ont souffert d'un épisode psychotique. C'est extraordinaire, 38 personnes, mais en même temps, c'est pas 2000 personnes ni 100 000 personnes. Mais en même temps, c'est difficile de trouver 2000 personnes. Bon, c'est irréalisable, c'est sûr. Ils doivent y aller si ça doit être un suivi de proches pour s'assurer que... parce qu'ici, il devait être étudié par image cérébrale, évidemment, pour la synthèse de la dopamine. Donc... c'est quelque chose c'est irréalisable. Donc, on peut se dire que 38 personnes, c'est déjà bien. C'est déjà ça. Et en tout cas, ça progresse à pas de géant. Et pour nos auditeurs, et s'il y a des patients qui nous écoutent ou des familles de patients, il y a de l'espoir, c'est au tournant, je pense, pour des choses plus légères que ce qui existe. Et aussi pour une rapidité des soins, une efficacité qui irait un peu plus vite que maintenant, où il y a beaucoup d'essais-erreurs, pas parce que les médecins bossent bien, etc., mais c'est vraiment parce qu'il faut voir si chaque type de médicament fonctionne. Il y a tellement eu de souffrance dans les années. Écoute, nous, ça fait 34 ans, là, Folie Douce. Dans nos premières années, là, je me rappelle, les jeunes nous racontaient des affaires épouvantables et des effets secondaires tellement forts, là, qu'il y a eu tellement de souffrance, puis il y a des gens qui ont été courageux s'ils ont pu passer à travers ça. C'est certain que ça doit s'améliorer aujourd'hui. Là. Oui, je pense qu'il y a eu, entre guillemets, des modes. Le lithium, ça assommait les gens. Il y a eu, je crois, des périodes... je ne m'y connais pas assez en médicaments, je ne jugerai pas du tout. Prise de poids, bouche pâteuse. Tu sais, il y avait un paquet d'effets secondaires. J'espère qu'ils ne sont pas aussi graves aujourd'hui. La capacité cognitive était complètement les gens anéantie. Étaient pas mal gelés, entre guillemets. Voilà, donc ça, c'est quand même, tu sais, ce n'est plus une vie normale. On ne veut pas ça non plus. Et c'est ce qu'on veut. Donc, on va être vraiment à l'écoute. Les auditeurs peuvent nous suivre pour voir s'il y a d'autres progrès significatifs. Avant de conclure, Catherine, je pense que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, je voulais dire que donc, les éléments principaux de cette chronique... Et l'étude qui a été faite sur ce sujet a été publiée dans le journal sur la psychiatrie qui s'appelle JAMA Psychiatry. Et donc, vraiment, elle conclut que auparavant, donc, et même encore quelques fois maintenant, les traitements donc, sont complètement différents selon les maladies, mais qu'en fait, ce type d'approche pourrait être complètement fausse. Et en tout cas, pour ce qui est de la dopamine, qui est commune à ces éléments, ou en tout cas qui est problématique dans sa présence. Et donc, on va maintenant plutôt aller faire un traitement par marqueur biologique plutôt que par type de maladie. Et analyser donc, c'est quoi le problème de dopamine chez ce patient. Et puis, de là, aller traiter ça plutôt que dire je le traite parce qu'il a telle maladie. OK. Très bien. On va avoir des références comme d'habitude. Dans une des références, d'ailleurs, il y a le lien vers l'article dont tu parles. Oui, les gens pourront aller voir. Sur le site La Conversation. Oui, c'est ça. Alors, on va mettre les références comme d'habitude dans notre site web antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie Douce. Donc, ta chronique Psychose vers une approche plus biologique du traitement. Alors, merci beaucoup, Catherine Stassin, de ta présence et à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.
Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé. La même question, Pierre, pourquoi devient-on accro aux drogues que tu as commencé plus tôt? Oui. Alors, l'addiction, on sait tous que c'est pas nouveau, mais les spécialistes qui étudient les réactions du cerveau se penchent encore sur le pourquoi des choses. Puis pourquoi c'est si dur? Tu sais, une addiction, c'est souffrant. Là. Même la cigarette, on disait souvent, c'est une addiction qui est très difficile de s'en débarrasser. Oui. Alors, on découvre aussi... tout le monde le sait, on découvre toujours de nouvelles choses sur le fonctionnement du cerveau. J'avais commencé tantôt en énonçant des statistiques qui ont été publiées par l'Agence des Nations Unies. C'était sur le site ungeneva.org. Et cette Agence des Nations Unies nous disait que en 2024, on répertoriait près de 300 millions de consommateurs à travers le monde. C'est des gens qui sont accros aux drogues. Là. C'est quand même du monde. Hein? Oui. Et ensuite, dans l'article que j'avais commencé, qui s'appelle « Pourquoi devient-on accro aux drogues? La vraie raison », c'est écrit par un monsieur du nom de Mike Robinson, qui est professeur de psychologie à l'université de Wesleyan, dans le Connecticut. Et alors, ce monsieur Robinson nous disait que avec l'usage régulier, le désir grandit, tandis que ce qu'il appelle l'aimer, A-I-M-E-R, notre goût pour la drogue semble stagner, voire décroître, un phénomène connu sous le nom de tolérance. Dans le cadre de mes propres recherches, c'est M. Robinson qui parle, il nous dit « Nous nous sommes penchés sur une petite sous-région de ce qu'on appelle l'amygdale, une structure cérébrale en forme d'amande, mieux connue pour son rôle dans la peur et l'émotion. Nous avons constaté que l'activation de cette zone rend les rats plus susceptibles de montrer des comportements de type addictif, soit le rétrécissement du focus, l'augmentation rapide de la prise de cocaïne et même le grignotage compulsif du port dispensateur de cocaïne. Cette sous-région pourrait aussi être impliquée dans un désir excessif chez l'humain, nous amenant à faire des choix risqués. Les gens qui sont accros, il y a comme pas de logique. On a l'impression que c'est justement, ils vont laisser un peu la réflexion. Ils sont tellement accros que ça devient un réflexe. Il n'y a pas d'explication. Ils veulent consommer. Puis c'est dommage. Ouais, exactement, oui. M. Robinson nous dit la plupart des gens commencent à prendre des opiacés sur ordonnance, non par plaisir, mais pour contrôler leur douleur, souvent sur recommandation de médecin. Le plaisir qu'ils peuvent y trouver s'inscrit avant tout dans le soulagement de la douleur. C'est devenu un gros fléau, ça, d'ailleurs. Oui. Au fil du temps, cependant, les usagers tendent à développer une tolérance. Le produit fait de moins en moins effet et ils doivent le prendre à dose plus importante pour parvenir à gérer cette douleur, ce qui en retour amène à de grandes flambées de dopamine dans le cerveau. Au fur et à mesure que la douleur diminue, il se retrouve inexplicablement accro au produit et amené à en prendre toujours plus. C'est tragique, au fond, quand on y pense. Oui, absolument. Il y a des gens qui... Il y en a qui en meurent, mais il y en a qui en meurent pas. Ils ont une vie misérable, souvent, là, avec l'addiction aux drogues. Ouais. Oui. Alors, M. Robinson nous dit, de cet usage régulier d'importantes quantités de drogue résulte un système de désir hyperactif. Ce même système de désir, désormais plus sensible, déclenche des envies irrépressibles en présence du produit et de tout ce qui peut y être associé. Ces derniers éléments peuvent inclure les divers accessoires de consommation du produit, des émotions négatives comme le stress ou même des personnes et des lieux spécifiques. Les éléments associés au produit sont l'un des plus grands défis pour la personne addicte. Ces changements dans le cerveau peuvent être durables, voire permanents. Certaines personnes semblent plus enclines à de tels changements. La recherche suggère que des facteurs génétiques pourraient entraîner une prédisposition chez certains, ce qui explique pourquoi des antécédents familiaux d'addiction exposent à un risque accru. Par ailleurs, les facteurs générateurs de stress tels que les difficultés vécues dans l'enfance ou l'abus physique semblent également augmenter les facteurs de risque. Beaucoup d'entre nous s'adonnent régulièrement à l'usage de drogues comme l'alcool ou la nicotine.
parfois, on peut même en abuser. Dans la plupart des cas, cependant, cela ne signifie pas qu'il y ait addiction. En partie, cela est dû au fait que nous parvenons à retrouver l'équilibre et à choisir d'autres plaisirs, comme passer du temps en famille ou nous consacrer à des activités qui n'impliquent pas l'usage de drogue. Donc, ils considèrent l'alcool comme une drogue, finalement. En fait, eux le mentionnent, là, quand c'est... Oui, mais c'est tout ce qui produit l'addiction. L'addiction, ouais. qu'on devient accro à... Oui, Ouais. au sens large. Oui, c'est ça. En revanche, nous dit M. Robinson, pour ceux qui sont enclins à un désir excessif, il peut être difficile de garder cet équilibre. Quand les chercheurs ont déterminé ce qui amène un individu à développer un système de désir hyper-réactif, nous pourrons aider les médecins à mieux gérer le risque de prescrire aux patients une substance ayant un tel potentiel addictif. En attendant, il nous appartient de changer notre conception de l'addiction. Notre manque de compréhension de ce qui est susceptible ou pas de causer une addiction implique que cela aurait pu tout aussi bien nous affecter, vous comme moi. Dans nombre de cas, les personnes qui souffrent d'une addiction ne manquent nullement de la volonté d'arrêter. Elles sont tout à fait conscientes de la somme de douleur et de souffrance que l'addiction engendre dans leur entourage. L'addiction génère tout simplement un besoin si fort que personne ne peut le surmonter tout seul. En conclusion, M. Michael Robinson nous dit « C'est la raison pour laquelle les personnes qui luttent contre l'addiction méritent notre soutien et notre compassion plutôt que la méfiance et l'exclusion que la société leur oppose trop souvent. » Bien, exactement, bien dit. Merci Pierre pour cette chronique. Pourquoi devient-on accro aux drogues? Un grand fléau. Merci pour tout ça. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Avant de terminer cet épisode de Folie douce, je veux te remercier, Pierre, pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Bien, bienvenue, mon cher. Je te remercie aussi pour ton sujet, la question à l'espresso et à l'espresso allongé. Pourquoi devient-on accro aux drogues? Beaucoup de recherches encore à faire. On doit améliorer la situation. Il y a trop de... On n'en voit pas la fin. Non, il y a trop de drames qui arrivent à cause de ça. Alors, j'espère qu'on va améliorer la situation. Je remercie notre invité en début. C'était Cyrielle Richard. Elle nous a parlé des impacts de la révélation des problèmes de santé mentale en milieu professionnel. Notre collaboratrice Catherine Stassin était aussi avec nous. Sa chronique « Psychose vers une nouvelle approche biologique », c'était donc Folie douce cette semaine. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.